Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h. Au sommaire de cette dernière édition de l'information sur DBS Télévision, Covid-19, les chiffres qui effraient dans la file d'un Konsamba, 200 cas et 3 décès enregistrés entre janvier et début mars 2021. Le décès d'hier d'une infirmière de l'hôpital régional d'un Konsamba a amené les autorités à descendre sur le terrain afin de sensibiliser les populations. Les populations camerounaises qui s'interrogent de plus en plus sur le rôle que jouent en réalité les associations des consommateurs. Ces associations affichent un silence éloquent face aux abus de certaines sociétés en bonne place, celles d'électricité, de l'eau et de téléphonie mobile, de quoi manifester une certaine réticence sur l'intérêt des associations des consommateurs. Et puis les membres de la Confédération africaine de football n'ont manifesté aucune résistance pour porter à la tête de la CAF Patrice Motsepe. Le milliardaire sud-africain va présider au cours des 4 prochaines années l'instance fêtière du football continental. C'est l'essentiel à retenir dans ce sommaire. On se retrouve dans un instant. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la 5e et dernière livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Après les décès annoncés de 3 personnes dans la ville de Konsamba de suite de Covid-19, le sous-préfet du 2e arrondissement de cette ville s'est rendu à l'hôpital régional où il a reconforté les familles éprouvées et s'est rassuré des mesures barrières dans la mort. Colombé Catal et Franck Léonen Difo pour plus de détails. Youfedi Hamid, sous-préfet de Konsamba 2e et le maire du même arrondissement, Patrice Samen, ont fait ce vendredi une descente à la morgue de l'hôpital régional où sont gardés les corps des 3 personnes mortes de Covid, parmi lesquelles un employé du dit hôpital. C'était pour l'administrateur l'occasion de reconforter les familles éprouvées, mais surtout de se rassurer de l'observance des mesures de protection dans la chambre froide, telles prescrites par la hiérarchie. Sur le fait, les voitures de pompe funèbre devraient présenter le document médical et de transfert de corps avant de traverser la nationale numéro 5 le long de Konsamba 2e. En cette mobilisation et en collaboration avec ESSO et Panda, délégué départemental des transports pour le Mungo, le chef de terre a sensibilisé chauffeurs et passagers, notamment dans le secteur du transport en commun, sur l'importance du port de masque. Les usagers étaient d'ailleurs interceptés et contraints de s'en procurer un au moins. Restons dans la ville de Konsamba, mais cette fois-ci dans le 1er arrondissement où le sous-préfet a effectué une descente sur le terrain afin de sensibiliser les populations sur la nécessité du respect des mesures barrières. Cette sortie fait suite aux recommandations du gouvernement à redoubler les actions de lutte contre la pandémie. Serge Lombo, Franck Léonen Difo. La ville de Konsamba vient d'enregistrer 3 cas de décès suite au Covid-19. Une situation collée aux instructions de prévention du gouvernement qui ont poussé le sous-préfet de Konsamba 1er à descendre sur le terrain ce 11 mars 2021. Le chef de terre a été désolé de constater que la population a perdu toute bonne habitude de prévention liée à la pandémie. Il nous a été permis de constater au terme de cette descente qu'il y a effectivement un relâchement de la part des populations. Certains commerçants, certains commerces sont régulièrement ouverts sans dispositif de lavage des mains. Tout le travail qui a été fait l'année dernière doit être refait aujourd'hui. Accompagné de l'autorité municipale, des agents du maintien de force de l'ordre et du personnel de la délégation départementale du ministère de la Jeunesse, le sous-préfet a fait le tour des espaces publics pour marteler, sensibiliser encore les populations. Les populations ont été suffisamment sensibilisées pour le port obligatoire du cache-nez dans les lieux publics, l'implantation d'un dispositif de lavage des mains à l'entrée de chaque commerce et autres structures accueillant un grand nombre de publics. Nous sommes effectivement également descendus dans les agences de voyage pour nous assurer du respect de ces mesures. Nous avons sensibilisé à suffisance les responsables des dites agences. Pour le moment, l'heure est à la sensibilisation. Passé cette étape, la répression suivra, car tout le monde
doit observer à son niveau les mesures barrières. Il faut se laver les mains avant de manger et mettre le gel. Porter le carnet quand on veut sortir de sa maison. C'est pour nous protéger et protéger notre famille. Rappelons que cette descente sur le terrain des autorités de Konsamba entre en droite ligne avec les nouvelles recommandations du gouvernement qui instruit aux gouverneurs de région d'ordonner à leur suite de mener cette opération de sensibilisation. À l'ouest du pays, dans les gares routières de Bafoussam, les mesures barrières de lutte contre le coronavirus ne sont pas une préoccupation pour bon nombre de transporteurs et voyageurs. Pas de dispositif de lavement ni de kit de désinfection, encore des personnes qui doutent de l'existence du virus. Alexis Yongwa. La pandémie de coronavirus a atteint la cote d'alerte à l'ouest. Selon le rapport de la délégation régionale de la santé publique, les 20 districts de santé sont touchés. 474 nouveaux cas pour un total de 2157. 7 nouveaux décès, 76 en cumulé. Une situation qui semble ne pas émouvoir quelques Camerounais. Ça ne peut rien faire contre moi. Si la fièvre typhoïde ne me tue pas, pourquoi le petit corona qui est une toux et que j'ai chaque temps? À la gare routière de Bafoussam, aucun dispositif de lavement. Les suichages se font comme par le passé. Les cache-nez sont peu abordés, aussi bien par les transporteurs que par les passagers. Pourtant, le chef de gare semble un peu conscient de la situation. Nous sommes dans l'informel et puis parmi les moutons, il y a toujours des brebis galeuses qui ne font que s'entêter. Le scénario est identique dans le secteur plus organisé, mais cette agence de voyage s'y essaye malgré la réticence des voyageurs. Pour qu'un passager paie le billet, on le demande, on exige son cash-nez. C'est pour ça que dans le bus, vous voyez tout le monde a élaboré son cash-nez. Au niveau de la délégation régionale des transports pour l'Ouest, on se dit engagé à appliquer les instructions ministérielles. Nous allons poursuivre la sensibilisation et nous comptons venir à bout de ce phénomène-là. Même pas l'ombre d'un agent de transport ce matin dans cet espace qui requiert une équipe permanente pour la sensibilisation au respect des mesures barrières contre la Covid-19. En prélude à la journée mondiale des consommateurs, le 15 mars prochain, les associations de défense des droits des consommateurs font de plus en plus entendre leur voix. Seulement, auprès de la population camerounaise, ces syndicats n'ont pas toujours la place qu'ils méritent. Gour Abdul Kadir et Thierry Selani. Le consommateur camerounais s'est dit orphelin, privé de ses droits et livré dans un marché où produits de qualité douteuse et abus de position dominante imposent leur marque sur le terrain. Les prix des denrées de consommation courante grimpent tous les jours. Les gaz domestiques ne répondent plus à la norme. Au fil du temps, la téléphonie mobile embarrasse. Le silence des syndicats, bien que nombreux, inquiète. En tête des structures qui piétinent ses droits, celles en charge de distribution de l'eau et énergie électrique. Pour l'eau et l'électricité, surtout les coupures. Si on peut parler des coupures intempestives, vraiment ça ne va pas. Orange, MTN, tous ces consorts, ils en ont que franchement les clients. Parfois vous mettez un crédit, on vous coupe, on ne sait pas pourquoi, on coupe. Et on sait où se plaindre. Les associations de défense des droits du consommateur se multiplient pourtant, présents dans tous les domaines. Mais leurs actions se font de plus en plus rares aux yeux des consommateurs. C'est l'inconnu, hein? On entend parler, mais on n'est pas très au courant de différentes activités qu'ils ont l'habitude de mener. Bon, on les entend souvent faire des sorties quand les populations commencent à se plaindre. Je me dis comme l'impression qu'en amont, ils négocient avec des propriétaires, soit des débits de boissons, puis ils restent calmes. Ils font comprendre aux consommateurs qui défendent leur cause. Or, ils ne font rien du tout. Le 15 mars prochain apparaît comme une occasion de voir améliorer les relations entre le consommateur qui se voit pris au piège de fraude et abus de toutes sortes et les défenseurs de leurs droits appelés à élever la voix pour une meilleure considération du statut de consommateur. Le trafic a repris sur le corridor Garoua-Boulaye-Bangui après près de 3 mois de fermeture en raison de l'insécurité en République centrafricaine. La frontière vient d'être particulièrement ouverte. Adipoutou, Pascal Tchoufou. Ça roule désormais sur l'axe Garoua-Boulaye-Bangui.
Des centaines de camions bloqués sur place depuis le 23 décembre ont déjà rallié Bangui sous escorte des forces armées centrafricaines avec l'appui de la MINUSCA et des forces russes. La situation sécuritaire s'est améliorée, mais nous procédons prudemment. Nous avons des convois qui y vont, mais nous constatons quand même que depuis, nous n'avons pas enregistré d'incident. Nous espérons que cela va se poursuivre et si tel est le cas, la cadence sera accélérée. Et c'est attendu avec impatience. Ici à Garoua-Boulaye, les activités tournent au ralenti avec l'ouverture partielle de la frontière, uniquement aux camionneurs de marchandises et aux vivres pour alimenter la RCA. Rien que les camions qui traversent là, wow. Nous les petits commerçants là, nous on ne trouvons rien. Mais sur le plan économique, rien ne change jusqu'ici parce que les populations sont bloquées de part et d'autre. Il n'y a pas de trafic de population. Les frontières restent encore fermées pour les populations. Principale route d'approvisionnement de la capitale Bangui, le climat d'insécurité empêche les échanges commerciaux sur ce corridor, sur lequel transitent des marchandises d'environ 55 milliards de francs CFA chaque année. Les opérateurs du secteur du transport routier, dans un point de presse le 11 mars 2021 à Douala, ont décrié la maltraitance dont ils sont victimes sur le corridor Douala-N'Djamena dans le but de rétablir une égalité de traitement avec les partenaires du Tchad. Les syndicats des transporteurs rendent public de nouvelles perspectives. Colombe Katal et Thierry Célani. Réunis dans un hôtel de la ville de Douala le 11 mars 2021, les leaders syndicaux du transport routier des marchandises ont tenu un point de presse. Il y était question d'éclairer le public par l'entremise des hommes de médias sur la situation en général des transporteurs du Cameroun et en particulier sur les relations peu chaleureuses qu'ils entretiennent depuis peu avec leurs partenaires tchadiens qui, selon les panélistes, font montre de mauvaise foi. Le refus par le Bureau national du fret tchadien de délivrer aux transporteurs du Cameroun des lettres de voiture obligatoires aurait constitué le ras-le-bol, qui d'ailleurs rafrisait un incident. Les uns après les autres donc, les orateurs au rang desquels Ibrahima Yaya, président national du GTTC, Raymond Mongang, président régional du SNTRC pour le littoral, Ndoukou Mama, directeur général de Transimex, et Moïse Vauquin, président du REPTROC, en présence du représentant du BGFT, sont comme d'une seule voix revenus sur des tarifs planchers établis à moins de 400 000 francs pour la Centrafrique et le Tchad. Par eux, l'appel à une solidarité a été lancé afin de ne pas se laisser exploiter par les clandestins et autres bailleurs de fret. Au sujet des partenaires du Tchad, moins conciliants que ceux de la RCA, une certaine fermeté y a été envisagée. Le temps était venu de mettre un terme à la maltraitance que subissent ces opérateurs dans le corridor Douala-N'Djamena, un des mots consistant au non-respect de la carte rose en cas d'accident. L'urgence est de redorer le blason de ce secteur qui demande à être mieux accompagné et dans leur propre initiative, ces patrons ont envisagé quelques perspectives. Nous avons mis en place un système dans un comité de suivi qui nous permettrait de surveiller et la répartition du quota et surtout le respect du prix plancher. Et nous insistons sur le respect de ce prix de 3 300 000 francs en direction de N'Djamena qui nous avait été proposé par les organisations tchadiennes. Il fallait bien pour y arriver lever des remparts contre ceux considérés par les organisateurs comme des intrus introduits. Les obsèques du bâtonnier maître Tchakounte Pathé Charles se poursuivent. Après Douala, à Yaoundé, un hommage judiciaire lui a été rendu par les avocats de l'ordre, par l'ordre des avocats au barreau du Cameroun. C'était en présence des membres du gouvernement à la Cour suprême. Judine Dongo et Anisson Nana y étaient. Voici leur reportage. Dans les questions relatives à l'état de droit au Cameroun, aux droits de l'homme et des libertés, Maître Tchakounte Pathé Charles a su fortement s'impliquer. C'est ce qu'il faut retenir de l'oraison funèbre formulée ce vendredi par Maître Akeremouna, qui souligne la discorde semée au sein de la justice camerounaise. Pour protéger et sauver la justice dans ce pays, il est essentiel que le barreau et le pouvoir judiciaire redéfinissent et revoient les bases de leur relation. Car ce partenariat
car de ce partenariat dépend la survie de notre nation. Avocat au grand talent, l'ex-bâtonnier de l'Ordre national des avocats au barreau du Cameroun était d'une grande conviction. La grandeur de son travail pour la justice camerounaise est ainsi saluée. C'était un rassembleur, un grand rassembleur qui a essayé pendant des moments assez difficiles, n'est-ce pas, de faire le pont entre les traditions juridiques d'autres pays et aussi d'amener les jeunes avocats à intégrer, n'est-ce pas, notre corps avec beaucoup de facilité et d'aisance. Pour rendre un dernier hommage à Maître Tchakounte Padjé-Charles à la Cour suprême, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Jean de Dieu Momo, le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, des membres du gouvernement et des confrères venus massivement s'incliner devant la grandeur de celui qui était jusqu'au 4 octobre 2020 bâtonnier de l'Ordre national des avocats au barreau du Cameroun. Sorti de la Cour suprême en début d'après-midi de ce vendredi, le cortège funèbre de Maître Tchakounte a pris le départ pour le village Bawok par Baganté dans la région de l'Ouest. La Chambre d'agriculture, de la pêche, de l'élevage et des forêts a un nouveau visage. Mindios Momini Martin est le nouveau président de cette prestigieuse chambre. Revivez la cérémonie d'installation dans cet élément que signent El Jérémy et Hugues Pascal Tchefo. La cérémonie qui nous réunit ce jour consacre la reconnaissance et la haute confiance que la très haute hiérarchie a témoigné le 24 février dernier à M. Mindios Momini Martin Paul en le nommant au prestigieux poste de président de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts. Voilà donc l'homme. C'est lui qui détient désormais les clés de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et de la forêt. Comme à dessein, l'installation de ce haut cadre d'administration s'est tenue à Bertoir, chef-lieu de la région de l'Est, laquelle se positionne comme l'un des greniers les plus riches du pays. Fleurissent à profusion espèces végétales et y pullulent aussi de nombreuses ressources animales. Préserver, mais surtout développer ces richesses sont parmi les missions cruciales qu'endosse en même temps que la charge Mindios Momini Martin. Un homme qui a de la ressource, pour le coup, adoubé par son ministre de tutelle. C'est donc un homme pétri d'expérience que la très haute hiérarchie a décidé de porter son illustre choix. Le tout nouveau a déjà le cœur à l'ouvrage, prêt pour les défis. Je promets de tout mettre en œuvre pour que dans les meilleurs moments, dans le très court terme, nous puissions arriver à des résultats qui satisfont ceux qui ont placé leur confiance en nous et notamment le président de la République, son Excellence Paul Biya. Une prise de commandement qui en appelle une autre, aucune aide n'étant superflue pour des tâches aux implications si grandes. Rentrée parlementaire, les travaux de la session du mois de mars ont été ouverts par la doyenne d'âge. La persistance de la crise anglophone, les séries d'accidents sur nos axes routiers et le coronavirus sont entre autres sujets évoqués par l'honorable Laurentine Kouamengue, épouse Mbede Judith Ndongo. Je voudrais relever ici, et pour les déplorer profondément. D'un ton sévère, l'honorable Laurentine Kouamengue, épouse Mbede, dénonce et condamne au nom de la représentation nationale l'assassinat dans la nuit du 13 au 14 février 2021 de 3 chefs traditionnels dans la région du Sud-Ouest dans le registre de la crise dite anglophone. S'attaquer à l'autorité traditionnelle, quel sacrilège, quelle ignominie. Les faits sont suffisamment graves. J'exhorte les services compétents à traquer les auteurs sans ménagement et à les traduire devant les juridictions compétentes pour des sanctions les plus exemplaires. En adressant les sincères condoléances de la Chambre basse du Parlement aux familles endeuillées à cause des hécatombes sur les axes routiers, la doyenne d'âge interpelle le gouvernement quant à éviter l'horreur sur les routes. Je voudrais ici saluer
les efforts du ministère des Transports et les efforts de la gendarmerie nationale, nous les voyons souvent à l'œuvre pour combattre l'insécurité routière. Mais les tristes événements que nous venons d'évoquer nous interpellent. Un rappel à l'observance des gestes barrières à la Covid-19 s'impose au moment où de nombreux variants du virus émergent en Afrique. Mais la santé des Camerounais reste menacée par d'autres maladies. Je pense en particulier au paludisme, à la tuberculose, aux affections rénales, aux affections cardiovasculaires, au diabète, surtout et surtout à la poliomyélite. La session parlementaire du mois de mars s'ouvre par ailleurs au lendemain de la célébration de la 36e édition de la Journée internationale des droits des femmes, occasion de se réjouir de la représentativité de la femme qui croît au fil des ans à l'Assemblée nationale. En effet, de 21 qu'elles étaient entre 92 et 97, elles sont aujourd'hui 61 sur 180. Cette session d'ouverture a été rehaussée par la présence des toutes premières à faire leur entrée au bureau de l'Assemblée nationale. L'honorable Isabelle Ebanda, l'honorable Marigo Mboua, l'honorable Salomé Eyefa et l'honorable Marie-Paul Adji. Le village artisanal de l'Ouest, désormais opérationnel, après plus de 10 ans de construction, il a été inauguré le 10 mars 2021 par le MIMESA, Alexis Yongwa. Hymne national au son du balafon, pas mieux pour planter le décor d'un événement qui exalte l'authenticité. Le village artisanal de l'Ouest est désormais opérationnel après plus de 10 années de tergiversation et de l'indélicatesse suspectée de l'entrepreneur. Tout est à l'honneur des artisans de l'Ouest et surtout d'Achille Basileken III, ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, qui peut s'estimer artisan de l'achèvement des travaux et qui était à Bafoussam le 10 mars 2021 pour l'inauguration du joyau. L'objectif ultime étant, au-delà d'une meilleure structuration du secteur de l'artisanat, d'accentuer la valorisation des produits artisanaux pour accroître la contribution des artisans à la production de richesses et assurer ainsi aux artisans de meilleures conditions de vie. Cette vitrine de l'artisanat de la région du Soleil couchant est bâtie sur 4000 m² en un sous-sol et un niveau, composé de 30 pièces, de 10 stands, de 7 bureaux et d'une salle de conférence. Coût total des investissements, 700 millions de francs CFA. Les artisans sont heureux, mais expriment quelques inquiétudes. Le problème, c'est le comptoir, mais elle n'est pas attribuée à moi, à nous. Elle n'est pas encore attribuée. Et si on ne vous donne pas, vous devez forcer pour entrer, ça ne se fait pas. Il y a les moyens de vendre si vous pouvez nous trouver le marché. Et aussi les moyens pour travailler. Le coordonnateur et coordonnateur adjoint du village artisanat de l'Ouest ont été installés, ainsi que le comité de gestion présidé par le gouverneur de la région de l'Ouest. En bref et en images, les ministres de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Essomba et du travail et de la sécurité sociale Grégoire Oona ont effectué une descente ce vendredi sur le site du projet de construction de l'aménagement hydroélectrique de Natigal à Batengang. Au cours de la séance de travail, il a été question de trouver des solutions aux revendications du personnel de la Natigal Hydro Power Company afin de désamorcer la grève en cours. Nous reviendrons sur les résolutions de cette importante rencontre dans nos prochaines éditions. Et en sport, le Sud-Africain Patrice Motsepe, unique candidat en lice, a été porté à la tête de la Confédération africaine de football à l'occasion de l'Assemblée générale élective organisée à Rabat au Maroc. Ce jour, focus sur le nouveau patron du football africain avec vous, Jackson Jock. Né à Soweto il y a 59 ans et fils de commerçant, Patrice Motsepe a fait fortune après l'apartheid dans l'industrie minière et la finance au point d'amasser un patrimoine estimé à 2,6 milliards de dollars
qui en a fait l'un des 3 hommes les plus riches d'Afrique du Sud et la 10e plus grosse fortune du continent. Sa sœur aînée, Tsepo Mopetje, est l'épouse du président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa. Sans être très impliqué dans le foot, Mopetje est tout de même président du club des Mamelodi Sundowns depuis 2004. Un véritable succès puisque les Brésiliens ont décroché 7 titres de champion d'Afrique du Sud sous sa présidence et surtout remporté la Ligue des champions africaine en 2016. Mopetje partait de très loin dans ce scrutin, mais le travail de fond du président de la fédération nigériane, Amocho Pinnick, qui l'a introduit dans le milieu ces derniers mois, et surtout les efforts du président de la FIFA, Gianni Infantino, ont porté leurs fruits. Profitant de sa tournée africaine, le boss du football mondial est en effet directement passé par les chefs d'État qui ont ensuite convaincu les rivaux les plus coriaces du Sud-Africain, le Sénégalais Augustin Senghor et l'Ivoirien Jacques Anouma, de renoncer pour laisser le champ libre à Mopetje, désormais l'unique candidat. La FIFA espère pouvoir compter sur un dirigeant malléable qui lui permettrait d'imposer ses vues sur le continent africain, d'où les craintes de colonialisme générées par cette élection. Le débat sur l'éventuel passage de la CAN tous les 4 ans contre 2 actuellement, une idée portée par Gianni Infantino et à laquelle Mopetje n'est pas forcément hostile, sera un vrai test. Une bouffée d'oxygène pour les finances du football africain, malgré les réserves logiques que suscite son élection. Aucun diront sa nomination, Mopetje a aussi un potentiel bon atout à offrir. Le fait qu'il soit un homme neuf à l'échelle du football africain assure aussi qu'il ne traînera pas de casseroles, contrairement à plusieurs dirigeants actuellement en poste. Les plus optimistes font remarquer que son prédécesseur Ahmad Ahmad avait aussi bénéficié du soutien de la FIFA pour se faire élire, ce qui ne l'avait pas empêché ensuite de parvenir à se libérer des mains d'Infantino. De là à imaginer que l'histoire se répète. Toujours au cours de cette assemblée générale ordinaire et élective de la CAF tenue ce vendredi au Maroc, le président par intérim de la Fédération camerounaise de football, Sédou Mbombondjoya, a été élu au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Durée du mandat, 4 années. Ce soir, nous vous amenons à la découverte d'un atelier de sculpture doté d'un équipement rudimentaire. Les artisans réussissent des œuvres d'art admirables. Jugez-en sur ces images.
C'est le début du week-end, alors il est important de savoir quelle température il fera demain 13 mars 2021 dans la ville de Yaoundé. Nous aurons du soleil, 28 degrés en journée, au soir 21 degrés. Et dans la ville de Douala, des orages qui se présentent, 32 degrés en journée, au soir 24 degrés. À l'ouest du pays, même température qu'à Douala, 27 degrés, au soir 16 degrés. On va dans le sud-ouest où il va pleuvoir. Là, c'est à Boya, 24 degrés. Au soir, 19. Dans la ville de Maroua, du soleil, presque le même climat qu'à Yaoundé, 38 degrés. Au soir, 25. Et dans la ville de Bertoua, un ciel complètement nuageux, absence de soleil, 31 degrés. Au soir, 20 degrés. Et à Bamenda, c'est dans le nord-ouest, nous aurons des orages, 26 degrés en journée, au soir 17 degrés. On va à Bolova dans le sud où il va également pleuvoir comme à Boya, 28 degrés au soir, 19. Et en Ngaoundéré, du soleil, il y en aura 31 degrés en journée, au soir 18. Et pour clôturer, nous irons à Garoua où nous aurons 41 degrés en journée, au soir 26 degrés. Madame, Monsieur, c'est ici comme un thème à cette dernière livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver lundi lorsqu'il sera 20h. Mais avant cela, retrouvez votre programme du week-end, Top Week-end, tous les samedis et dimanches entre 10 et 12h. Vous aurez à la présentation El Jérim. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.